J'aimerais parler dans cette conférence de deux champs. C'est... Allô, allô. J'aimerais parler dans cette conférence de deux champs. De deux champs différenciés d'un, l'essence et le développement de la thérapie psychocorporelle, dans quoi il va s'installer. J'aimerais parler de la capacité qu'on a d'agir avec le corps et la mutation qui n'est pas que sociale, je dirais la mutation beaucoup plus globale à laquelle on est confronté. Et je disais tout à l'heure, si on est dans une évolution, c'est différent que si on est dans une mutation. Si un ver de terre a des ailes, ça va l'embêter, à moins qu'il devienne un oiseau. Vous comprenez, la mutation amène des objets ou des comportements qui paraissent totalement anormaux si c'est une évolution. C'est-à-dire un poisson, s'il évolue, il a plus de nageoires, et s'il mute, il a des pattes. Ça s'appelle une grenouille. Et j'ai l'impression qu'on est en train de muter. Alors, cette impression est confirmée par plein de choses sur l'humain. Au niveau des dents, on a les mêmes dents que les petits singes. C'est-à-dire, on a 35 millions de dentitions identiques. Ça n'a pas changé. Les petits singes, les grands singes, l'Australopithèque, l'Homo sapiens. Et tout à coup, en 30-40 ans, dans le monde entier, il y a des problèmes d'occlusion et il y a plein d'enfants qui naissent avec des dents terminales en moins, ou les molaires, ou les incisives, et qui sont en équilibre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en pathologie alors qu'ils ont des dents en moins. Alors 40 ans sur 40 millions d'années, vous voyez, ça s'appelle 1 millionième. Vous voyez, si vous prenez 1 millionième de votre vie, il reste, c'est court, hein, c'est court. Donc on a quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui ne dépend pas de notre alimentation, qui ne dépend pas de nos conditions d'accouchement, qui pourra agir là-dessus, puisque ça se passe à la fois dans toutes les sociétés, aussi bien chez les Indiens d'Amazonie, les Chinois ou les Européens. Actuellement en France, il y a 80% des enfants qui ont des appareils dentaires pour des problèmes d'occlusion. Ça n'est pas parce qu'ils ont eu tel ou tel accouchement, parce que c'était ça ne devrait pas se passer chez les Indiens d'Amazonie. Vous voyez, je veux dire, eux n'ont pas changé spécialement avec médicalisation de l'accouchement. Deuxièmement, il y a une femme qui s'appelle Anne Dambrencourt, qui est une anthropologue très sympathique, qui a identifié, à la suite de Teilhard de Chardin, même si elle ne s'en réfère pas explicitement, Teilhard de Chardin avait déjà montré cette évolution des différents cerveaux et pourquoi, d'une certaine manière, comment la vie avait choisi un certain type d'évolution dans les hominidés en éliminant certains, qui avaient pourtant des cerveaux plus gros que les nôtres ou des choses comme ça. Elle a identifié 3 angles. L'angle du début des mâchoires, un angle ici au sommet du crâne et l'angle de la corde neurale, c'est-à-dire dans l'embryon, entre la colonne vertébrale et le cerveau. Et ces 3 angles sont identiques pour chaque espèce, c'est-à-dire les lémuriens, c'est tout droit, avec un long machin comme ça, ça rentre par là, ça sort par là. En 65 millions d'années, ça fait plein de diversité de l'avancée, mais ici, c'est toujours le même angle. Les singes, les petits singes, c'est un peu plus serré. La corde neurale tourne, donc ils sont moins allongés. Mais un grand petit singe ou un petit singe, un bébé petit singe ou un adulte petit singe ont le même angle. Et puis les gros singes, donc c'est 15 millions d'années, vous voyez, 65 millions d'années, 35 millions d'années, 15 millions d'années, ça se rétrécit. Ils se redressent plus, ils sont déjà moins comme ça, ils sont... Puis l'Australopithèque encore, et donc on ne se redresse pas comme disait Coppens parce que la forêt est cassée, on se redresse parce que sinon on regarderait par terre, parce que la corde neurale a changé. Et bien actuellement, cet angle-là est en train de changer, c'est-à-dire qu'on est en train de muter.
l'évolution n'est pas finie. Aurobindo l'avait dit, l'humain est un être de transition. Alors il y a plein d'autres choses qui se passent. Hein. Il y a du marc de café, je sais que Michel Hiller, il aime beaucoup. Donc il y avait la prescription de Malachy. Malachy est un prêtre du XIe siècle d'Irlande, dont les premiers textes sont apparus au XIVe siècle, où il a décrit tous les papes, les uns après les autres, du XIe siècle jusqu'à, ça s'arrête maintenant, ça s'est arrêté même 2 papes avant, en mettant à chaque fois une phrase qui correspondait bien. On l'a suivi au fil des siècles, et puis la dernière, il y avait 4 phrases, je ne les ai pas en tête, c'est pas important. Donc on a une prédiction qui arrive là. On nous a parlé de 2012, les Mayas, on nous a parlé de prescription de Fatima, machin, ça c'était au début du XXe. On se retrouve avec des prédictions qui arrivent à peu près à ce moment-là. Après, il y a, au niveau écologique, au niveau mondial, c'est plus un effondrement d'une société comme l'effondrement de l'Empire romain. On est maintenant des questions qui sont globales. On nous parle de la crise climatique ou des choses comme ça. Ça ne dépend pas d'une société. On arrive à un moment où, au niveau écologique ou autre, on arrive à un petit extrême. On nous parle des miracles chinois, mais les miracles chinois, c'est un désastre écologique. Hein. C'est une catastrophe. Bon, voilà. Donc, nous, on voit dans notre école, et quand j'en parle, par exemple, à une école de shiatsu, ils ont la même sensation, que les personnes sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus perceptibles, ont beaucoup plus de perception extrasensorielle qu'il y a 30 ans, et qu'en 2 jours, on accède à des perceptions que les personnes obtenaient en 2 ans. Alors, c'est pas nécessairement, on pourrait ça, c'est peut-être lié à la nouvelle structure sociale, hein, le fait qu'il n'y ait pas de contenant, les gens sont plus schizoïdes, plus perméables, et en même temps moins tenus, moins d'enracinement, moins solides. Mais ça va dans le sens. Alors, après, j'aimerais juste parler d'un peu l'histoire. On est un peu amnésique, on est même très amnésique, on est un peuple qui a peu d'histoire. Si je demande dans la salle qui c'est qui connaît les 4 prénoms de ses grands-parents, il y a, à mon avis, 1 sur 2 qui ne le sait pas. Donc on n'a pas d'histoire. Chez les Africains, il y a l'histoire, oui. Donc on est le fruit d'une société toute nouvelle, qui s'appelle société moderne, donc le changement est bon, il faut du neuf, c'est mieux demain, le progrès, les pays en voie de développement, enfin tout ce genre d'absurdité. Ou, je dis l'absurdité parce que ce sont des... J'aimais bien la réflexion de Gustave Thibon qui dit, on a découvert qu'on nous parle qu'il y ait des progrès, oui. Dès qu'on a découvert l'électricité, on a fait des ampoules électriques, des moteurs électriques. On a découvert l'informatique, on a fait des ordinateurs. Mais on n'a jamais autant étudié le caractère. Est-ce qu'on a un progrès au niveau des caractères? Oui, qui est un progrès avec un grand P? Ah non, moi je vois un désastre. Je ne peux pas dire un progrès. On est en train de tout polluer, tout casser. C'est ça le progrès. Vous voyez, cette notion de pays en voie de développement ou de progrès, on est chez les fous. Donc, la société moderne est une société anti-tradition, par essence. C'est une guerre antitraditionnelle qui s'est passée à plein de moments dans des sociétés. Quand une nouvelle société, des conquérants arrivent, souvent ils attaquent les traditions anciennes. Par exemple, c'est passé avec la chrétienté, qui a pu attaquer le chamanisme ou le pouvoir traditionnel des Celtes, ou etc. Encore que c'est plutôt les Celtes qui ont infusé la chrétienté, comme par exemple, on habite à côté d'Aniane, là où il y avait Saint Benoît le deuxième, qui est un gars qui s'appelait Visivac ou un truc comme ça, c'est-à-dire un mec du Nord. Arianisme, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais juste venir sur la névrose. Avant 1850, on parlait de mélancolie,
Et les mélancoliques étaient des gens maigres. Vous voyez, ce qu'on appelle dépressifs actuellement, c'était des gens qui allaient pas bien. Et puis est arrivé le syndrome d'usure décrit chez les Anglais. Vous voyez, les Anglais, ils ont fait leur première révolution 150 ans avant nous en coupant la tête au roi Charles Ier. Donc, ça n'a pas laissé autant d'histoire que l'histoire de Louis XVI, mais et ils sont dans l'activité. Donc il y a eu le syndrome d'usure chez les Anglais, en 1850 à peu près, qui a été décrit de manière très précise par un Américain qui s'appelait le mal américain, et qui s'appelait, le mal américain, s'appelait la neurasthénie. En 1865, Bird, le médecin Bird qui a décrit ça. Alors c'est intéressant d'apprendre que la névrose, c'est-à-dire le syndrome d'usure, où sont des gens bien portants, des géants. Il y a un collègue de Bird qui traverse ça le temps, dit « Mais vous avez que des géants comme patients. » Vous voyez, rien à voir avec la mélancolie. Qui sont des gens hyperactifs, incroyable activité dans le travail et le plaisir, et qui sont en neurasthénie. C'est-à-dire c'est un mal nouveau, totalement nouveau. Et Freud dit « Ah mais c'est ça !» On a trouvé ça chez plein de gens après en Occident. Donc c'est intéressant de voir que dans le pays de la liberté, où chacun est libre de faire ce qu'il veut, les États-Unis, eh bien, ils tombent en neurasthénie. C'est-à-dire que Lucien a bien décrit, même si je ne suis pas d'accord sur ce que j'ai cru comprendre qui était sa vision de l'évolution, mais bien décrit le fait qu'on n'a plus de place, on doit trouver sa place, on doit faire... On est sans lien, mais en étant sans lien, ça donne une liberté ou ça donne un orphelin. Vous voyez, on doit tout faire. On est responsable de tout. On a sur les épaules notre destin. Les winners et les losers des Anglais, là, des Américains. Vous voyez, je veux dire, s'il m'arrive quelque chose... Là, le nouvel âge, le troisième âge, oui, c'est déjà fini pour moi, mais le troisième millénaire, là, comment ça s'appelle le nouvel âge. Si tu meurs, c'est que tu veux mourir. Si tu es malade, c'est que tu veux mourir. Si ça arrive, ça, c'est que tes pensées l'ont créé. Vous voyez, j'en ai une sorte de toute puissance. Tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le fais. Ça donne une charge un peu psychosante. Hein. Je veux dire, moi, j'avais une patiente, quand elle démarrait sa voiture, ça déclenchait la guerre au Liban. Donc, elle n'osait plus trop dépasser. Mais c'était vrai. Je veux dire, il y avait la guerre au Liban, hein, quand elle a démarré sa voiture. Donc, ça donne un petit peu... C'est compliqué d'utiliser sa voiture, vous voyez. Vous n'osez pas trop. Mais c'est à peu près ça qu'on nous dit. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le crée. Alors, je vais raconter... Je vais venir bientôt aux thérapies psychocorporelles. Je vais raconter quand même une histoire où quand j'ai acheté ma maison, comme nous on est toujours un peu oral, le monsieur dit « Je peux vous laisser cette armoire ?» Je dis « Vous pouvez tout laisser. » Alors il nous a tout laissé, l'alcool, les couverts et les livres, les photos de famille, mais aussi un livre qui s'appelait « Les 30 ans à venir ». Collection J'ai lu. Je me dis « C'est intéressant, les 30 ans à venir, c'est écrit quand ?» Eh bien, c'était écrit 30 ans avant, en 66. On l'a acheté en 96. Je me suis dit, tiens, je vais lire. Les 30 ans sont passés, je vais lire ce qu'il disait il y a 30 ans sur les 30 ans à venir. Hallucinant. Tout y était. Effondrement de l'URSS, on était en 66. 66, c'était la guerre au Vietnam, les USA étaient par terre et l'URSS triomphante. Désintégration du Japon, la France est finie en 82, c'est la rigueur en 82 de Mitterrand. Je veux dire, on se met dans les marchés et tout, on y est en plein. Suppression de la justice, je dis même en 96, je dis l'exagère, on y est en plein. Donc vous avez un type qui juste regarde les planètes et dit, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Description de l'évolution mondiale, incroyable. Donc peut-être c'est lui, comme il l'a pensé, qui a créé ça. Vous voyez, je veux dire. Non voilà, il aurait dû penser autrement et ça se passerait mieux. Donc vous voyez cette folie-là d'imaginer qu'on n'est pas lié à rien, que tout dépend de nous. Quand on est un gars qui a un thème astral, il vous dit, bon, voilà, ça a du mal se passer à telle époque.
Comment tu sais? Bon, c'est dans ton truc, là, tu as un carré, Saturne, machin. Oui. Donc, se croire seul, ça donne pas de liberté, ça donne une impuissance pour moi. Ce qui nous emprisonne ne sont pas les liens, sont les liens malades. Les liens nous libèrent. Quand vous êtes... des fois, je rencontre un gars, un copain moi, et puis je le vois, « Tiens, j'ai un PV !» Je dis, « Qu'est-ce qu'il y a? Tu es content? Hein? Non? Si? Enfin, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis amoureux! » Oui, je dis, bon, tu es totalement libre avec son truc amoureux. Mais elle est où? En Argentine. Bon. Et mais ça te manque pas? Si, non, enfin non, enfin oui. Vous voyez, quand vous êtes amoureux, vous êtes complètement libre. Ça vous accroche pas. Ça vous... Par contre, quand l'autre vous reproche, là, ça commence à vous plomber, vous voyez. Les liens malades, ou quand l'autre est malade, ou l'autre meurt, ou etc., ça peut nous... Et encore quand il meurt de belle manière, c'est pas du tout accrochant. Donc, les liens nous libèrent. C'est-à-dire, quand je suis lié au monde, je suis libre. Quand je suis lié à un territoire, je suis libre. Quand je suis lié à une culture, je suis libre. Quand je suis lié dans des liens malades, je suis emprisonné. Alors, j'ai terminé un petit peu mon côté. Le paradigme dans lequel je veux parler, c'est premièrement croire que l'individu est un atome, un grain de sable isolé, le nomade Bouygues qui va de Hilton en Hilton avec son attaché case. Ça, c'est le futur merveilleux de nos enfants. C'est un peu délirant. Donc, notre société a coupé les liens. J'aimerais parler un peu plus historiquement, c'est-à-dire que la Révolution française, qui est une révolution franc-maçonne, où on a supprimé le connexion au divin. Il faut se rappeler... Alors, après, il y a eu des luttes de pouvoir, donc il y a eu l'Église institutionnelle contre le pouvoir politique. On est dans deux institutions, on n'est pas du tout dans ce qui animait les gens. Si on regarde ce qui se passait avant la Révolution française, énormément de gens, et après la Révolution française, jusqu'au début du XXe siècle, ça se passait, énormément de gens, des nobles, des riches, des pauvres, pouvaient tout quitter pour se mettre en extase. Tout quitter pour se mettre en extase. Ils allaient, ils se mettaient dans un couvent, c'était des gens... toutes les couches sociales. Il y avait un jardinier chez les jansénistes qui demandait à tout le monde de lui lire, il ne savait pas lire, de lui lire une page de la Bible. En extase, comme ça. Donc il y a eu des moments, les quiétistes, les jansénistes, il y a eu les nobles au Moyen-Âge, ils buvaient leurs larmes. La vécu de la douleur était très différente. C'était le divin qui parlait. Saint-Louis se plaignait de ne pas pleurer assez. Bon, c'était un intégriste à la con, c'est normal. Il a foutu les cathares par terre, mais enfin, c'est autre chose. Mais on avait Jeanne d'Arc, qui était inspirée, une gamine là, qui change l'Europe. Vous vous rendez compte? C'était quelque chose de tout à fait normal, naturel. On a totalement oublié cet aspect qui était totalement intégré dans le social. Donc maintenant, on va avoir des maîtres à l'étranger, ou des chamans, ou des maîtres en Inde, ou etc., parce qu'on n'a plus de... On est amnésique sur une capacité d'extase, indépendamment des visions... la vision de la Bible, dans la Genèse, l'homme est le maître des animaux et des plantes. Il y a des tribus d'Afrique où la hyène est au-dessus de l'homme. Vous voyez, elle est dans la hiérarchie, la hyène, elle est vachement au-dessus. Puis il y en a d'autres où il n'y a aucune hiérarchie. Donc, on est déjà prédestiné dans la Bible, et puis avec les Grecs, etc.,
à une maîtrise où on est les chefs. Voilà. Donc, pour terminer sur cet aspect-là, le bonheur, c'est la satisfaction de l'âme. À mon avis, c'est une bonne définition, ça. Et la satisfaction de l'âme, c'est quand cette partie magique, mystique, divine, difficile de trouver des mots qui ne soient pas pollués, retrouve sa connexion au grand tout. Alors vous pouvez trouver ça avec deux amis au sommet d'une montagne en vous bouffant un quignon de pain, plus que dans un grand restaurant à 200 € là, le repas. Vous pouvez trouver ça en regardant un coucher de soleil, vous pouvez trouver ça en dormant, vous pouvez trouver ça en parlant aux chevaux, comme disait Dominique tout à l'heure. On a tout à coup une sensation d'être lié à la fois avec notre intériorité, notre extériorité, dans un espace où le personnel est juste un outil, est juste un bateau. Alors, nous, on travaille en psychocorporel. Il y a deux grandes manières de se relier au grand tout. C'est d'aller vers ce côté grand tout, c'est tous les côtés, les traditions religieuses en général, qui se relient à un plus grand. On appelle Dieu, l'esprit, le machin, les esprits, etc. Et puis nous, on a une autre direction, c'est d'aller dans le mystère intérieur, qui permet aussi de toucher le transcendant. C'est-à-dire que il n'y a pas de limite dans cette connexion, dans cette profondeur. Il y avait une Africaine qui me disait, vous voyez l'évolution dans l'élévation. Nous, on voit l'évolution dans la profondeur. J'ai trouvé ça très riche. La profondeur, c'est multidirectionnel. Vous pouvez avoir la profondeur du ciel, la profondeur de vous, la profondeur de la relation, la profondeur de la terre. C'est partout. Alors que l'élévation, ça veut dire quitter le corps. On va monter. Plus on monte, plus on évolue. Vous voyez, enfin, ça ne veut pas dire ça nécessairement, mais quand on est passé du roman au gothique, on est passé... Les églises gothiques, quand elles pètent, c'est la tête qui pète vers le haut, vous voyez. Les chants grégoriens, ouh, l'église romane, vers la terre. Vous voyez, on a changé. 11e, 12e siècle, on a commencé à changer. Alors, on a cette capacité, en écoutant... En biodynamique, je trouve, on a ça magnifiquement, en écoutant tout le système involontaire, en écoutant les signaux non contrôlés du corps, d'obtenir un savoir, je vais employer un mot à Michel, de l'organisme. Il diffère le corps et l'organisme. Donc mais je vais employer le mot plutôt de l'être profond. L'être profond, il n'est même pas lié à un organisme, il est quelque chose de beaucoup plus éternel. Éternel, ça ne veut pas dire que je crois qu'il dure éternellement. Je veux dire qu'il est indépendant du temps, voilà ce que je veux dire plutôt. Comme quand vous vivez un instant présent qui vous fait une éternité. Vous voyez, je veux dire, c'est plus ça quand je dis éternel après que je crois. Je ne crois pas trop, moi, à l'éternité de ce qu'on appelle notre être. Notre être est autrement plus mystérieux que ce qu'on croit qu'il est. Mais c'est pour ça qu'il est difficile de savoir ce qui est éternel, puisqu'on lui donne une forme qui, elle, ne sera pas éternelle. Mais cette partie-là, très, très profonde, très par-delà le savoir du thérapeute et du patient, nous, on a décrypté des signaux qui nous disent... qui nous indique que quelque chose se délie, que quelque chose s'ouvre, qu'un potentiel qui a été enquisté reprend son ampleur, sa dimension, un peu comme quand vous mettez une graine dans l'eau, tout à coup elle se développe et puis il se passe des choses.
Alors, ça veut dire que on va sortir. Enfin, je vous encourage à ne pas rester dans la pensée qui est notre pensée quotidienne, constante, que l'individu est au centre de tout. C'est-à-dire, il faut que ma personnalité s'améliore, il faut que j'arrive mieux à faire ça, il faut que ci, il faut que ça. Donc, en général, le patient vient en général avec un problème extérieur. Ma femme m'a quitté, j'ai été viré, j'ai pas d'argent, ou j'arrive pas à m'installer quelque part, etc. Au bout d'un moment, on arrive à un problème intérieur. Ah ouais, mais c'est que j'ai pas été aimé, moi, mamie, ma maman. Mais la solution n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Puisque la solution, elle est quand l'intérieur est lié à l'extérieur. Donc elle est par-delà le niveau de la personnalité. La personnalité est juste un bateau qui doit être mis sur la rivière. Mais l'important n'est pas le bateau, l'important est la rivière. Donc, toutes ces recherches personnelles sont des possibilités, ou ces misères personnelles, ou ces épreuves sont des possibilités d'accéder à plus grand. Alors il y a des hiérarchies, on ne va pas dans le transpersonnel avant d'avoir fait clarifier son personnel, mais à tout moment, le bébé, lui, il ne se pose pas des questions, il y est dedans, dehors. Il y est dans ce transpersonnel personnel. Il n'est pas comme ça dans moi, il faut que j'arrive, que j'ai une bonne note, il faut que je me conforme, il faut que... Toutes ces choses qui nous isolent et de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire on devient dépendant du regard et coupé de notre source. Donc c'est intéressant de régler l'histoire, de passer l'extérieur à l'intérieur, mais tout ça, c'est la route. Ce qui est fondamental, c'est de retrouver le vivant. Et le vivant, il est ni dedans ni dehors. Quand je respire, est-ce que mon air, à quel moment c'est mon air, à quel moment c'est l'air extérieur, quand je mange, à quel moment ça devient mon aliment, à quel moment c'est toujours extérieur. Il n'y a pas de limite entre extérieur et intérieur. Où s'arrête mon corps, où s'arrête mon énergie. Il n'y a pas de limite. Donc, notre vocabulaire pour parler de ça, il n'est pas assez développé, je trouve. On a beaucoup de vocabulaire pour parler de la psychologie, du corps, de la structure corporelle. La personne peut être Pierre, princesse au petit pois, guerrier, ou elle peut être structure orale, schizoïde, ça, ou l'énergie en haut, en bas. Mais on a peu de mots pour décrire la connexion à plus grand, puisqu'on n'a plus le langage religieux, et qui est plutôt chargé de choses assez étriquées, ou polluées, je dirais plutôt. Et nous, on utilise processus et énergie. C'est un peu vague, hein. C'est l'énergie, c'est le processus. Ça veut dire que c'est un truc non maîtrisé par le patient et par le thérapeute. C'est un truc mystérieux. Et je trouve bien de comprendre que derrière ces deux mots, il se trouve une sagesse qu'on appelait le destin, le divin, tous les mots comme hasard ou avatar sont des hasard, c'est un mot arabe qui signifie l'intervention divine et le doigt de Dieu. Et avatar, c'est l'incarnation, un mot sanskrit qui signifie l'incarnation du divin. Oui, je veux dire, ces mots qu'on emploie dans le langage courant, oh, j'ai eu plein d'avatars, c'est le hasard, sont en vérité des mots très mystiques qui signifient que quelque chose est venu troubler mon projet, mais animé par une sagesse que je ne contrôle pas et dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais qui est d'une puissance plutôt bénéfique et supérieure. Alors maintenant, il me reste... je vais encore parler 10 minutes, et puis je préfère qu'on échange un peu. Mais maintenant, j'aimerais arriver à la mutation. Pour résumer ce que j'ai dit là, c'est-à-dire que dans un monde où tout devient liquide, où tout ce qui est extérieur disparaît sous mes doigts, aller dans une sagesse intérieure, corporelle incarnée, me semble un outil
et un atout merveilleux. Donc on est vraiment dans un métier que je trouve adapté à notre époque. C'est-à-dire que à quoi me relier quand tout autour de moi change si vite? Eh bien, peut-être à ma réalité concrète interne, qui est à la fois sagesse et vivante. Elle va me dire si oui ou non je suis sur la bonne voie. Je disais, quand l'âme est satisfaite, il y a cette joie paisible ou ce petit frisson qui dit, ça c'est juste. Oui. Mais maintenant, parlons de la mutation. Alors, la mutation, ça veut dire que nous n'avons pas les critères pour savoir ce qui est le bon et le mauvais. On peut le savoir quand la mutation est déjà faite. Un poisson qui devient, un tétard qui devient grenouille, on sait qu'en ce moment, là, il ne pourra plus vivre dans l'eau, il aura besoin d'oxygène, etc. C'est normal, il a des pattes, sa queue disparaît, c'est pas une pathologie, c'est correct. Il est en train de muter. Mais quand les humains mutent, là j'avais un ami, par exemple, il avait une tachycardie, et les médecins lui disaient, faut que tu prennes. Et qu'est-ce qu'on pense? Alors moi, des fois, je dis des choses un peu bizarres. Je dis, écoute, à mon avis, ton cœur est en train de muter. Moi, je ferais rien. Alors, je ne dis pas ça à tout le monde, mais là, ça me semblait juste. Et puis, il me dit, je crois que c'est ça. Enfin, je sais pas, on était un peu d'accord. Ça a duré 6 mois ou 9 mois, puis ça s'est arrêté. Son cœur a muté. Ses cellules ont changé, vous voyez, c'est en train de muter. Alors c'est emmerdant parce que... Est-ce que le symptôme de mon patient... Vous savez, quand vous êtes en thérapie, vous dites « Tout s'effondre, j'ai tout perdu !» Le thérapeute dit « Il est en train de tout gagner. » Personne sent que « J'ai tout perdu, mon mari est parti, et mes enfants ont quitté, ils sont grands. » Enfin, elle va pouvoir exister. Et je veux dire... Une fois, un copain me dit « Ils m'ont viré. » Et puis là aussi, mes phrases qui sortent malgré moi, je dis « Enfin libre !» Moi, regardez comme ça. Moi, je trouvais qu'il se faisait massacrer au boulot, il tenait tout. On le reprenait. Enfin libre. Ça a mis un petit choc là, mais ça m'est venu comme ça. C'était clair que c'était mieux. Alors, ben là, j'ai rien à vous dire. Les mutations, je sais pas. Je sais pas, mais je suis sûr que la vie n'a pas fabriqué 5 milliards d'évolutions pour fabriquer un Macron, un Trump et une Merkel comme summum de l'évolution, alors qu'elle est capable de... C'est magnifique la vie. Je racontais, les baleines, elles ont une paupière sur le sein pour que le baleineau n'ait pas d'eau salée quand il tète. Oui. Bon, alors les évolutionnistes disent la baleine sort d'un petit rat, c'est un rat qui s'est développé, qui est devenu une baleine. Bon, peut-être, moi je ne crois pas tout à fait, mais... Depuis Lamarck, ça c'est Michel qui m'a fait découvrir que Lamarck était le dernier évolutionniste, avec un projet. On est maintenant dans Darwin, le hasard, et puis avec les créationnistes américains, on arrive à un truc un peu taré, mais pour moi la vie est un projet. Et quand l'oxygène est apparu sur Terre, il y a eu à peu près 999 sur 1000 des espèces qui ont disparu. Parce que l'oxygène est un poison pour elle. Donc la vie, elle s'en fiche un peu de quelques petits chocs. On a, nous, à l'époque, à l'âge d'une génération, on est paniqué. Mais en vérité, on est en train d'asphyxier. Comment? J'ai dit quoi? Ah, ça serait bon, mais malheureusement non. On est paniqué. En 2 mots. Donc, on est paniqué en 1 mot et 2 mots. Donc, on se pose la question aïe, 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 aïe. Mais
des grandes catastrophes, il y en a eu dans l'histoire humaine. L'invasion des Mongols a créé les derviches tourneurs et Roumis, alors tout était détruit. La guerre de 40 a créé le Conseil national de résistance. Je crois qu'on est en train de... Je ne m'effraie pas du futur. Je suis sûr que la vie est un projet magnifique. Je n'ai pas du tout peur de tous ces trucs, l'humanité va disparaître, etc. Le climatique. Par contre, cette mutation qui crée une grande fragilisation, actuellement beaucoup d'enfants sont malades, je crois qu'aux États-Unis, il y a un enfant sur 5 qui a une maladie chronique, fait pas mal de dégâts, mais en même temps, il y a des capacités tout à fait bizarres qui vont apparaître, dont on n'a pas les instruments de mesure, mais en tant que thérapeute, je trouve qu'il est bon d'avoir d'une humilité devant ces nouvelles choses, sans les traiter immédiatement de pathologie, parce que je crois que, comme la vibration du cœur de mon ami, ça a besoin de bouger. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager. En résumé en une phrase, c'est que notre méthode me semble particulièrement riche pour aider nos patients et nous-mêmes à traverser ces turbulences ou d'environnement liquide. J'aime bien le mot environnement liquide, c'est-à-dire que tout nous file entre les doigts. Ce qu'on croit sûr aujourd'hui, en 2005, je me suis dit, putain, les États-Unis, là, pour 100 ans, ils y seront, là, ils sont par terre. La Russie, c'était foutu. Maintenant, ils tiennent, c'est le point de référence mondial. Ouais, je veux dire, en 42, les Allemands étaient victorieux totalement. En 44, ils étaient par terre. Ouais, je veux dire, ce qu'on croit sûr aujourd'hui, ça change vite. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui est toujours là, c'est ça. Et nous, on a des capacités d'accéder au mystère du dedans pour le laisser se révéler. Je trouve que c'est pas mal pour notre époque. Voilà. Si vous avez des remarques, des questions ou des critiques, j'aime bien les critiques. Je me lance, hein. Non, 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 non. C'est pas très profond ici, je risque rien. Ta pensée est profonde. Ah, t'as vu? Je l'écris. Ta pensée est profonde. Je le ressortirai à mes étudiants. Non, merci. Voilà, il y a des choses très, très importantes qui se passent pour moi, parce que j'ai d'abord eu un peu de mal à entrer, parce que je sentais la différence de nos personnalités et la façon d'être et d'amener les choses qui est très différente de la mienne. Et j'étais un peu, je me sentais un peu défensif par rapport à ça. Et puis je me suis laissé porter. Et là, au bout du compte, j'ai le sentiment qu'on parle presque de la même chose. Oui. Et la question pour moi, c'est effectivement entre évolution et mutation, parce que le chemin que j'ai pris est très différent quand je parle du découpage, d'une évolution historique, sociale, etc., que je décris, c'est-à-dire
l'émancipation et la destruction des liens de groupe, etc., qui amènent l'état dans lequel on est. Et que quand on est dans le travail d'accompagnement thérapeutique, et surtout dans le travail psychocorporel, qu'on entre au fond et qu'on entre en contact avec un processus vivant qui échappe à l'un comme à l'autre, et dont l'un comme l'autre ne sait pas où ça va le mener, mais il faut qu'il y ait... La sécurité permet de laisser venir et de laisser nous mener quelque part. Et ce processus que moi je vois comme le processus qui a fait cette évolution, maintenant je suis en train de me demander si c'est pas ce que tu appelles toi la mutation. C'est-à-dire un mouvement profond qui échappe rapidement, qui a fait muter une société parmi les 100 000 cultures, sociétés qui existent, qui a fait muter une société vers cet état actuel d'élitement, de désorientation, de manque de repères, de recherche dans tous les sens. Et ce qui génère ce mouvement, si ce n'est pas effectivement ce qu'on va chercher dans notre travail, ce à quoi on touche, et si je comprends bien ce que tu dis, c'est que dans la profondeur du travail psychothérapique, on entre en contact avec ce qui est en train de muter. Voilà. Moi, je n'ai pas mis le mot, mais c'est étrange. Je te disais tout à l'heure que le hasard, le Dieu hasard, El hasard, a fait qu'il y a 15 jours, j'ai fait une conférence à l'EPAPO, à Paris, sur le thème pathologie d'aujourd'hui et mutation sociale. Et il y avait le mot mutation. Et voilà, je suis en train de comprendre mieux de quoi je parle. Grâce à toi. Mais je crois qu'on parle des mêmes choses. Je me réfère un peu plus à Aurobindo. C'est-à-dire, Aurobindo m'a donné une explication du mal. Pour moi, je ne comprenais pas pourquoi l'humain, je veux dire, au fur et à mesure qu'on fait la thérapie, on s'aperçoit que c'est facile d'avoir des sociétés paisibles et humaines. Ce que disait Relier, je ne sais plus si c'était Relier ou non, c'était Audan, je ne sais plus lequel des deux, que toutes les sociétés qui veulent être agressives dérangent la relation mère-enfant. Donc à Sparte, on jette les enfants par terre, les États-Unis, c'est un désastre, qu'est-ce qu'on fait aux gamins dans les accouchements, etc. En Occident, on dérange beaucoup la relation mère-enfant, dès le petit enfant, de la naissance. Et donc, l'humanité a été pacifique très longtemps. Et c'est pas des histoires du passé où l'humanité était bonne et maintenant elle est mauvaise. C'est les sociétés agressives ont éliminé les sociétés pacifistes. Et il reste encore des sociétés pacifistes. On parlait des Kogis, là, qui nous appellent les petits frères alors qu'on les massacre, et qui n'ont jamais d'agression contre nous. Alors que Dieu sait qu'on les tue, on leur pique leur terre, on leur pique leurs biens, on pique tout. Et on les assassine tous les jours. Mais ils n'ont pas quand même des comportements agressifs parce qu'ils nous prennent pour des immatures. Je veux dire, ils nous plaignent. Donc il y a des sociétés très pacifiques et très heureuses. C'est-à-dire que les sociétés, quand les Occidentaux ont voyagé, ils ont toujours dit « mais ils font rien, ils sont juste comme au paradis, il faut les mettre au boulot, etc. » Ils ont découvert des sociétés très heureuses. Donc l'humain a été très longtemps très heureux. La déesse mère qui donnait la corne d'abondance. Et tous les héros grecs sont des héros de destruction. Et dans la Bible, pareil, le Léviathan, qui est un symbole de la déesse mère, etc. Le dernier temple de la déesse mère a disparu au Moyen-Orient en l'an 600 après Jésus-Christ. Vous voyez, la déesse mère, c'était l'abondance. Donc, un héros comme Hercule ou comme Jason sont des héros qui détruisent
tous les attributs de la déesse mère. Donc il y a le lion qui est vivant auprès de la déesse mère, et Hercule le détruit, en fait une peau d'un lion mort. Il y a la harpe qui est un symbole, avec ça il tue son maître. Oui, tout ce qui est symbole de la déesse mère, de l'abondance, etc., devient dominé par ces dieux patriarcaux, ou ces héros patriarcaux, qui ne s'opposent pas à un matriarcat. Ça, c'est une vision patriarcale, ça. C'est-à-dire une société d'abondance où tout à coup, il y a un dominant qui vient, qui tue tout pour en être le maître. Donc, on a une inversion comme ça de la déesse mère vers la fille esclave et prostituée ou disparaissant dans la Bible, au début était le verbe. Pareil chez les Égyptiens, il y a une modification comme ça de siècle en siècle chez les Grecs, chez les Égyptiens, en Mésopotamie. Et on arrive à un bout, c'est-à-dire on arrive à un bout où on est au sommet du mental, et un mental coupé de tout, coupé du transcendant, c'est-à-dire qui n'est plus irrigué par l'inspiration, mais qui est dans la rationalité mécanique. Et je trouve que l'humanité a eu besoin, comme en thérapie, où vous avez toujours actif, puis tout à coup, vous vous trouvez fatigué, vous perdez votre activité, vous allez à fond dans la fatigue, l'inaction, etc. Puis au bout d'un moment, ça se rééquilibre. Là, on est allé à fond dans un mental fou, technologique, etc. Et on arrive au fond. On arrive on arrive à l'impasse. On sait faire des fusées, on sait faire tout ça, mais des voitures qu'on doit limiter. Vous avez vu le nombre de radars. Vous avez des voitures qui vont à 200 à l'heure, mais vous devez rouler à 50 sur une 4 voies. Donc on arrive à une absurdité totale. Vous êtes dans un embouteillage, vous avancez à 20 à l'heure. Là, cet après-midi, ceux qui remontent vers le nord, vous allez voir. Vous avez une belle voiture, mais... Donc, on arrive au summum d'une... Et pour moi... Tu peux faire une autre prédiction. Mais attendez... mais non! Régalez-vous de l'espace dans la voiture. Vous mettez la clim, c'est bon, si elle marche. Donc, pour moi, il y a plus que juste une évolution sociale, il y a un temps métahistorique, il y a quelque chose où on sort de l'histoire, on n'est plus dans un changement d'ancien, on est dans un temps où on change d'air. On n'est plus dans un changement social, comme l'effondrement de l'Empire romain, etc. On est dans un saut quantique qui fait qu'on est en train de changer nos dents, de changer nos angles, de changer... L'humain est en train de faire un saut d'espèce. Voilà. Ça me donne l'image d'un mouvement de balancier, ce que tu décris là. Et dans un mouvement de balancier, à un moment donné, on peut peut-être arriver à un point comme ça. Voilà. Ça fait hop, hop, psiou. Peut-être bien. Pour moi, on n'est plus là. On est là. Oui. On change. Mais vers où? Où on est là? J'en sais rien. Où on est, on se retourne. Il y a quelque chose d'absolument inconnu qui est en train d'apparaître. Voilà. Moi, j'ai une question. Pour moi, la religion relie la spiritualité d'Élie et la conscience libère. La spiritualité quoi? D'Élie. Là, on voit à travers justement ces étapes l'évolution en fait de l'humanité. On est dans une phase où il y a de plus en plus de gens, une partie de la société actuelle qui essaye de se relier par la religion au divin, parce qu'elles sont en manque de repères. Une autre partie de la société est plutôt dans cette phase de spiritualité où par le biais de l'expérimentation, en fait, essaye justement aussi d'une certaine manière de se rapprocher au divin, quelque chose de peut-être plus haut. Et l'état de conscience, enfin du moins cet éveil de conscience qui a actuellement, enfin, qui émerge, et donc nous permet de développer au niveau du corps et des sens humains, puisqu'au fond, je ne sais plus, mais on n'utilise que 10 ou 20% des capacités de notre cerveau, et donc une évolution du corps humain et de l'humain. Ok.
Mais tout ça pourquoi? Bon, je vais regarder dans mon ordinateur, pourquoi? Pourquoi l'humain est apparu? On est un singe raté. Les singes, ils sont là, ils se régalent. Et pourquoi est apparu l'humain qui se prend la tête? Car il même plus à descendre. Si, des fois, il descend des arbres plus rapides que les singes parce qu'ils tombent. Mais, je veux dire, pourquoi le singe qui était si sympa, le bonobo, là, dès qu'ils veulent un truc, ils se branlent un coup, ils se font des chalets, et hop, ils sont là, ils font l'amour, pas la guerre. Pourquoi on n'est pas resté des bonobos? Pour évoluer, mais évoluer, justement, c'est la mutation. Qu'est-ce que ça va être le futur? Mais est-ce que le poisson savait ce que c'était une grenouille? Pourquoi j'ai des pattes? Comment? Allô, tu peux me dire? Quel c'est ton programme? On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui est important, nous, comme thérapeutes psychocorporels, c'est de savoir si, dans ce monde liquide, on peut ramener la personne au passé et à redevenir comme elle était avant. Non. Alors, sur quoi se baser, puisque le monde change si vite? Ben, sur la vérité intérieure. Et la vérité intérieure, c'est qu'est-ce que je pense? Non. Celle-là, elle est. Celle-là, la pensée, c'est de la réflexion, c'est-à-dire c'est juste du réchauffé. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, je prends le passé, je le remue et je le fais mieux. Ben, ça, c'est pas ça. En général, si vous regardez toutes les grandes évolutions dans la vie, elles sont absolument différentes de ce que vous avez prévu. Moi, j'aimerais une femme blonde aux yeux bleus, machin, je prends une petite boulotte. Pourquoi tu as pris celle-là? Ben, c'était elle, mais tu m'avais dit grande aux yeux bleus. Ouais, mais c'est celle-là qui aime. Mais je veux dire, en général, c'est pas nous qui pensons le futur. Ou plutôt, notre pensée est en général... Voilà, on pense le futur, mais ce qui apparaît, c'est l'avenir. Ça, c'est joli. Et l'avenir, celui-là, poum, il nous balance une claque. Elle est bonne, celle-là. Hein. Je la ressortirai. On pense j'ai dit quoi? Bon, ben on peut terminer là-dessus, peut-être. Bonjour à l'avenir.